L'actualité ce mercredi, les propositions du MPS pour la sécurité du Burkina Faso. Le mouvement patriotique pour le salut l'a fait hier face à la presse. Une conférence tenue pour donner sa lecture sur la situation nationale au cours de laquelle le MPS affirme que le pouvoir actuel a échoué. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis la front sociale, une des préoccupations du gouvernement. Dans le secteur de la santé, il tente d'avoir une trêve sociale. Pour ce faire, une réunion s'est tenue hier matin entre le ministère de la fonction publique et la F-Santé, sans le SINCHA, pourtant acteur majeur du monde syndical de la santé. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus. Avant de développer ces titres, cette information sur un probable enlèvement de l'activiste Naïm Touré. Selon Maître Prosper Farama, l'avocat de l'activiste interrogé par nos confrères de la Radio Liberté ce matin, Naïm Touré a été menotté et emmené dans la nuit du mardi à ce mercredi à son domicile par des hommes non encore identifiés. Selon ces informations, son client aurait été emmené au commissariat central, mais après vérification, il n'en est rien. Jusqu'à ce matin, Maître Prosper Farama n'avait toujours pas été situé sur ni l'identité de ceux qui l'ont arrêté, ni sur le lieu où ils le détiennent. Ce qui fait croire à Maître Farama que c'est plutôt un enlèvement et non une interpellation. On y reviendra plus en détail. La situation nationale avec en ligne de mire celle sécuritaire à la loupe du MPS. Pour sa première sortie médiatique, le mouvement patriotique pour le salut, c'est un parti politique indigné par la dégradation de la situation sécuritaire qui était face à la presse. Pour le professeur Augustin Loada, président de ce parti, cette crise sécuritaire n'est qu'une partie d'une crise plus vaste et essentiellement politique qui met en exergue le mal-être du Burkina Faso à son État-nation. Les précisions de Abdourazak Traoré. Une déclaration liminaire kilométrique lui en une trentaine de minutes face aux hommes de médias. La situation actuelle du pays scrutée à la lettre par le MPSA. Le mouvement patriotique pour le salut s'insurge contre ce qu'il qualifie de paradoxe du pouvoir MPP quand il parle d'unité nationale. Déjà confrontés à l'hostilité des membres de leur ancienne famille politique qu'ils ont trahi en 2014, les nouveaux maîtres ont choisi d'ouvrir délibérément de nouveaux fronts d'opposition. En se mettant à dos non seulement une bonne partie des acteurs de l'insurrection et de la transition, mais aussi une bonne partie du front syndical. Sous aux appels à la réconciliation nationale, traitant d'apostats, j'ai vu ce titre, les apostats, les acteurs de l'insurrection qui osent parler de réconciliation, les voici qui lancent paradoxalement un appel à l'unité nationale, comme si les acteurs politiques qui cherchent à marginaliser ne faisaient pas partie de la nation burkinabé. Mais il n'y a pas que ça qui justifie la gravité de la situation. Augustin Loada regrette un Burkina Faso plus que jamais corrompu sous le pouvoir de Roch-Marc Christian Kabore. Quand un ministre de la Défense peut s'offrir en toute impunité un château dans un environnement de pénurie, lorsque on entend parler de trafic de charbon fin d'une valeur de centaines de milliards de francs CFA, lorsqu'on entend chaque jour des milliards de francs CFA de marché de gré à gré ou de véhicules pick-up distribués à bout de bras, à tour de bras, à des partisans, les indicateurs d'intégrité se sont considérablement dégradés. Ce n'est pas le MPS qui le dit, c'est l'ASE, LC et le RENLAC qui soutiennent que les acteurs de la corruption n'ont plus peur. Analysant le système sécuritaire, le président du parti de Yacouba Isaac Zida s'en prend même au management des hommes dans la défense. Et opérer un véritable changement au niveau de l'ANR. S'il était au pouvoir, le MPS ne nommerait jamais un officier qui n'a jamais fait un seul jour de renseignement dans sa carrière à la tête d'une institution avant-gardiste dans la lutte.
Voilà, et avant de poursuivre, un autre parti politique qui ne pourra donner sa lecture de la situation nationale qu'après 3 mois, on vient de l'apprendre, c'est le FPR et puis le Front patriotique pour le renouveau. On nous apprend que ces activités sont suspendues à titre conservatoire pour motif que les propos tenus par M. Aristides Ouedraogo, président de ce mouvement, de cette formation politique, lors des déclarations publiques les 3 et 11 novembre dernier, porte atteinte aux dispositions de la charte des partis et formations politiques au Burkina Faso. Voilà, et si les attaques terroristes ne cessent de se multiplier, la solution militaire a peut-être montré ses limites. Il faut donc envisager une autre stratégie de lutte, notamment la négociation. C'est la conviction du Centre pour le dialogue humanitaire qui réunit à Ouagadougou des personnes ressources des communautés frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour la réflexion. Rémi Lambert-Nébier pour les précisions. Burkinabés, Maliens et Nigériens partagent de nos jours les mêmes réalités. Conflits communautaires et attaques terroristes émaillent leur vécu. Une synergie d'action est envisagée sur le plan militaire entre les États et la même approche doit prévaloir au sein des communautés frontalières. Sont réunis ici dans la capitale burkinabé les membres des cadres de dialogue et de médiation de ces 3 pays ainsi que les représentants étatiques des pays concernés. Ils adhèrent à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire qui, pour la seconde fois, convie les leaders d'opinion à la concertation. La stratégie pour mettre fin à un conflit quel qu'il soit est toujours un mélange d'usage de la force et de négociation. D'autant quand l'usage de la force ne produit pas des résultats et d'autant quand vous êtes dans une zone qui est extrêmement ouverte où les acteurs armés peuvent passer les frontières, peuvent se réfugier et où les efforts d'une seule nation ne peuvent pas donner de résultats probants. Plusieurs États, il faut coordonner. Il faut que les États se coordonnent leur approche vis-à-vis des acteurs armés. Et puis finalement, il faut essayer de rallier. Et pour rallier à la cause de la paix les uns et les autres, il faut travailler avec la fabrique même du Sahel, qui est ces communautés, ces leaders communautaires, ces représentants communautaires. Il est donc très important qu'on travaille au niveau des communautés en coordination avec les 3 États et qu'on essaye de trouver une solution politique négociée qui permette à cette région de retrouver le chemin de la paix. Les autorités burkinabées attendent de ce dialogue des propositions idoines à même de rétablir la stabilité dans la sous-région. Il est temps vraiment que ces pays mutualisent leurs efforts pour une recherche et une véritable promotion de la paix et du vivre ensemble au niveau de cette sous-région. Ce sont des acteurs incontournables pour nous aujourd'hui qui sont là pour nous accompagner et qui peuvent transmettre le message. Et nous demandons à ce qu'ils suivent ces travaux pour ensuite nous permettre que ce message arrive à la plus grande majorité, à la population qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'être sensibilisée, qui a besoin vraiment de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Durant 48 heures, les participants vont définir ensemble des canevas du dialogue à mener entre les États et les groupes armés. Ils se pencheront également sur les modèles de démobilisation et de réinsertion socio-économique à mettre en œuvre pour les combattants qui décideront de quitter les rangs des groupes armés. Dans le secteur de la santé, c'est une trêve sociale qui est recherchée par le gouvernement. Hier, le ministère de la fonction publique et F-Santé étaient sur la table de la discussion. Un dialogue qui pourrait peut-être désamorcer la menace de grève qui plane de nouveau sur le secteur de la santé. Les précisions de Abdourazak Traoré et Alexis Belnaba. Alors, il faut dire qu'au moment où nous parlons, nous avions prévu une grève pour le 20 novembre.
Déclaration faite à ce 12 novembre après seulement une semaine de suspension des mouvements d'humeur qui ont durement éprouvé le secteur de la santé. Une nouvelle menace de grève qui pourrait être désamorcée par le gouvernement si et seulement si une trêve sociale était obtenue. Obtenir une trêve sociale, voilà justement qui préoccupe ici au ministère en charge de la fonction publique. Le ministre Seni Ouedraogo face aux 5 organisations syndicales réunies au sein de la F-Santé. L'objectif donc de cette rencontre, c'est d'aboutir à la signature d'une trêve sociale. Récemment, le gouvernement burkinabé, par le biais du Premier ministre Christophe Dabiré, a demandé au BIT, en juillet passé, de nous dépêcher au Burkina Faso une équipe du BIT qui viendrait sensibiliser les parties prenantes sur la nécessité d'aller à une trêve sociale. Une nécessité au regard de la situation actuelle du pays. Il faut un système de santé en phase avec les réalités, dira le ministre de la fonction publique au syndicat de la santé. Je crois que ce qui accélère le processus aujourd'hui, c'est l'appel du chef de l'État, c'est la crise sécuritaire que nous connaissons. Et nous savons que pour faire face à la guerre qui nous est imposée de l'extérieur, nous avons besoin d'avoir un système de santé qui fonctionne et qui marche. Nous n'avons jamais eu de telle agression depuis les indépendances, où nous avons plus de 500 000 réfugiés. Tout récemment, vous avez vu à l'Est, où nos camarades étaient obligés de quitter leur foyer le week-end pour prendre en charge les 60 blessés de Boulgou. Et nous pensons que les populations méritent qu'on leur prenne en charge, qu'on prenne en charge les blessés, les réfugiés, parce que nous glisserons rapidement vers le mois de novembre, décembre, avec potentiellement des risques d'épidémie de méningite, et les populations méritent que nous puissions faire cette trêve-là au nom de l'intérêt général. En attendant une convention formelle entre les deux parties dans les semaines à venir, une question taraude les esprits. Pourquoi le SYRJA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine, n'a-t-il pas été associé à cette discussion de départ? Il n'était pas de la partie joint au téléphone. Les responsables affirment n'avoir pas été invités par les autorités. En Côte d'Ivoire, à pratiquement une année des échéances électorales, le climat politique est quelque peu crispé. La Fondation pour la paix en Afrique de l'Ouest, qui veut préserver la paix, vient de lancer une caravane. L'objectif étant de sensibiliser les ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Les temps forts du lancement de cette caravane à Gagnoua avec Thié Traoré et Roméo Guida. Le président de la Fondation pour la paix en Afrique de l'Ouest, Kima Emile, de retour sur le terrain de la mobilisation. Sa cible, les ressortissants des pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Des centaines de membres de cette communauté se sont retrouvés à Gagnoua, dans le centre ouest ivoirien, pour prendre part au meeting de lancement de sa caravane pour la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Kima Emile appelle ses compatriotes à se départir de la politique dans leur pays d'accueil. Ils sont invités en revanche à œuvrer afin d'éloigner de la Côte d'Ivoire les démons de la division et de la violence. Vous devrez vous mêler de ce qui vous regarde. C'est la paix, la cohésion sociale. Et à la paix, on a tout gagné. Mais la paix vient de nous-mêmes. Je vais m'adresser aux Maliens, Burkinabés, Libériens. Si tu n'es pas Ivoirien, quoi faire des gens là, tu vas laisser. Affaire des gens là, tu vas laisser. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays chers à Kima Emile, engagés dans des processus électoraux en 2020. À quelques mois des échéances, le climat politique est crispé. Préoccupé par ce contexte délétère, il lance un appel au dialogue interne. Il faut que les Burkinabés se réconcilient. Il faut que les Burkinabés se parlent. Si on ne se parle pas, on fait quoi? Pour ce premier grand rassemblement, l'initiateur a bénéficié de l'accompagnement du TOXI, une organisation de la société civile, et de l'ambassadeur ivoirien Acide Djedje. Des soutiens qui ont salué son engagement sur le front de la paix pour le rayonnement des peuples de la CEDEAO. La caravane va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire avant l'apothéose au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Mais avant, Kima Emile souhaite un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Objectif, l'exhorter à poursuivre la politique de la main tendue pour dissiper les foyers de tension à l'approche de 2020.
Et on en vient à la page entretien de ce 13h. Elle est consacrée à l'université panafricaine. On en parle avec le docteur Mahama Wedgaogo, directeur des ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine. Docteur Wedgaogo, bonjour et bienvenue. Merci, Madame Kaboré Maimouna. Voilà, pour planter le décor, il faut donc noter que l'Université panafricaine est une initiative des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est d'ailleurs le premier réseau continental. Dites-nous quelle est la mission de cette université. Merci. L'Université panafricaine est un projet continental qui a été mis sur pied par les chefs d'État dans le but justement d'augmenter l'offre en termes d'enseignement et de recherche au niveau de l'enseignement supérieur. C'est ainsi donc que vous trouverez des instituts dans les 5 régions de l'Afrique et bien sûr l'emphase est surtout dans le domaine des sciences, technologies et innovations. D'accord. L'offre donc de l'UPA que vous venez de décliner. Mais dites-nous, l'université très peu connue dans la sous-région, on va le dire ainsi, parce qu'on n'en entend pas parler très souvent. Pourquoi comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cet état de fait? Oui, Madame Kaboré, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour échanger, pour s'assurer que l'UPA est bien connue, parce que c'est un projet qui a été mis sur les fonds baptismaux depuis 2010 et à partir de 2012, on recevait déjà des étudiants dans au moins 4 des 5 campus de l'Université panafricaine. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ont bénéficié justement de cette offre de formation qui se situe essentiellement au niveau master et PhD. À ce jour, je crois que nous devons avoir 26 étudiants africains, enfin burkinabés, qui ont soit reçu leur diplôme de l'UPA ou bien qui sont en cours de formation au niveau de l'UPA. Si l'UPA n'est peut-être pas aussi bien connue comme nous le souhaitons, c'est pour cela que nous voulons communiquer, pour savoir que c'est une offre qui pour répondre justement à la nécessité de former des gens capables de répondre aux questions qui concernent l'Afrique. Oui, mais déjà, vous dites que l'université est créée il y a bien longtemps. En termes de bilan, si vous devriez nous dresser rapidement et brièvement un bilan, que nous diriez-vous? Est-ce que l'université répond vraiment aux objectifs escomptés? Oui, parce qu'à ce jour, l'université a formé près de 825 étudiants à travers tout le continent. Presque tous les pays, les 55 États membres du continent ont bénéficié, ont eu des étudiants qui ont bénéficié de la formation. Et même il y en a qui sont sortis, qui ont pu enregistrer des brevets sur la base de leurs recherches tendant justement à obtenir leur diplôme au niveau de l'université panafricaine. Donc oui, il y a quelque chose qui se fait, mais il ne faut pas aussi se tromper parce qu'une université, bon, ça prend du temps pour se créer. Nous estimons que l'université panafricaine sera un centre d'excellence en ce qui concerne les sciences et technologies en Afrique, mais elle n'a que depuis 2012, nous sommes en 2019, c'est pas plus de 5 ans. Donc nous allons travailler justement à s'assurer que cette université va s'imposer, un peu comme l'université Harvard des États-Unis et ainsi de suite. L'université va s'imposer, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Mais est-ce qu'au sein de l'université, vous avez réfléchi déjà à cette problématique de l'employabilité après les études? Ceci est une très bonne question et nous avons mis en place des éléments pour tracer justement le parcours des étudiants formés au niveau de l'UPA. Je dirais tantôt que, bon, en fait, de 2012 à 2000, ça fait pratiquement 7 ans. Et l'étude que nous avons menée a montré que près de 63% des étudiants qui sortent de l'UPA sont employés. Et cette étude, nous le faisons, bon, à peu près 6 mois après l'obtention de leur diplôme et 1 année après pour voir, en fait, ce qui se passe. Et nous allons aussi étendre cette étude dans tous les autres instituts de l'UPA, parce que l'étude en question, elle concernait le centre qui est basé à Tlemcen, en Algérie, qui s'occupe essentiellement des sciences de l'énergie, de l'eau et du changement climatique.
toute thématique qui concerne bien sûr le Burkina Faso étant bien sûr un pays semi-aride. D'accord. Vous l'avez tantôt dit, hein, l'UPA a 5 campus. Dites-nous, pour ceux qui sont déjà intéressés par cette université-là, ces 5 campus-là, vous avez cité, le centre est en Algérie et les autres sont situés où exactement? Le centre qui est situé en Algérie, à Tlemcen, qui est de l'Afrique du Nord, l'abréviation s'appelle PAWES. J'ai déjà dit les thématiques qui sont menées dans ce centre. Pour l'Afrique de l'Ouest, le campus est basé à l'université d'Ibadan, au Nigeria. Et cet institut s'occupe essentiellement des sciences de la vie et de la terre. Et ça inclut l'agriculture, les questions de la médecine, etc. Au niveau de l'Afrique de l'Est, ou de j'allais dire l'Afrique du Centre, à côté du Nigeria, au Cameroun, se trouve le campus qui se concentre essentiellement sur les questions de la gouvernance, les sciences sociales et humaines. Et au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons le centre qui s'occupe essentiellement des sciences de base, les technologies et innovations. Et le 5e centre, qui sera basé en Afrique australe, particulièrement en Afrique du Sud, n'est pas encore ouvert, mais ce centre va essentiellement travailler sur les questions de l'espace, les sciences de l'espace, les sciences et technologies de l'espace. Et vous n'êtes sans doute pas... oui, il est clair que les sciences de l'espace, à nos jours, constituent une science très importante où l'Afrique doit vraiment investir parce que toutes les technologies qui dérivent de cet espace peuvent contribuer justement à générer les innovations et tous les dérivés que sont la création d'entreprises, la génération de ressources nécessaires justement pour les jeunes Africains. D'accord. Maintenant que nos téléspectateurs ont ces détails-là, pour ceux qui sont déjà séduits par l'offre, comment faire pour rejoindre l'UPA? Généralement, nous lançons le recrutement, généralement aux alentours du mois de juin, mai-juin. Les dates limites, généralement, c'est en juin. Et tout Africain peut postuler, c'est en ligne. Et une fois que vous postulez, je crois que la compétition peut être rude parce que la demande est assez forte. C'est dommage que, on dit que, ce n'est pas bien connu, mais ce que nous recevons comme demande, je vous l'ai dit, elle est assez forte, compte tenu même de la capacité même d'accueil de l'université pour le moment. Et je voudrais aussi ajouter en ce qui concerne l'entrepreneuriat que, nous mettons dans ces centres dans chacun des campus, il y a un centre qui s'occupe de l'entrepreneuriat pour suivre les étudiants et pour les accompagner justement dans leur insertion au niveau non seulement du boulot, mais aussi à la création d'entreprises. D'accord. Très rapidement, pour terminer, docteur Ouedraogo, est-ce que l'université est vraiment accessible à tous en termes de moyens financiers? En termes de moyens financiers, le business model qui est présentement utilisé au niveau de l'université panafricaine, c'est que tout étudiant qui est retenu dispose d'une bourse pour vraiment mener à bien ses études et la recherche y associée pour justement avoir les diplômes nécessaires. Donc, c'est accessible aussi longtemps que, nous, on est compétitif. Ça veut dire qu'on a bien travaillé au primaire, au secondaire et au supérieur avant justement d'atteindre ce 3e cycle très nécessaire pour le master et le PhD. Voilà qui rassure. Un dernier mot pour terminer? Non, c'est pour vous remercier et inviter surtout les jeunes burkinabés, les étudiants, à suivre de près cette université et aussi à postuler parce que, il y a déjà des Burkinabés qui ont postulé et qui ont eu à apprendre à être formés à cette université et pourquoi pas vous. Donc, je vous invite à postuler. Voilà, c'est nous qui vous remercions, Dr Ouedraogo, d'être passé nous éclairer sur l'université panafricaine. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine. Vous restez avec nous pour la suite du journal et la suite, c'est avec l'ouverture de la toute première boutique d'intrants et de location de matériel agricole de la société coopérative. C'est une promesse qui se réalise, nous dit Sandrine Zougouri.
Chose promise, chose faite. La toute première boutique d'intrants et de location de matériel agricole de la société coopérative avec conseil d'administration de commercialisation d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso voit le jour. Appelée encore boutique BIL, cette infrastructure a une capacité de stockage d'engrais de 300 tonnes avec une extension extérieure de 200 tonnes. La BIL peut prendre environ 2 conteneurs de pesticides en termes de carton et les semences, environ 500 cartons de semences avec des cartons de 100 boîtes de 100 grammes. Il s'agit généralement des pesticides chimiques et surtout bio. Comme je l'ai dit, l'innovation, c'est d'aller vers l'utilisation de tout ce qui est intrant bio. Et vous avez la chance d'avoir au niveau de la SCOP, CACIMA-BF, au niveau de la BIL, toute la gamme bio, des engrais aux insecticides, aux fongicides et même aux herbicides bio. Il y a la disponibilité au niveau de la BIL. Désormais, avec cette boutique, les producteurs n'auront plus de soucis à se faire en matière de disponibilité des intrants et matériel agricole. C'est de contribuer à assurer la disponibilité en intrants agricoles de qualité à nos membres ainsi qu'à nos producteurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, comme l'a dit le représentant du patronat lors de son allocution, il faut des intrants de qualité. Nous avons aujourd'hui des sols pauvres et il faut aller vraiment à des intrants homologués et de qualité pour espérer avoir un rendement élevé pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et l'atteinte de la sécurité alimentaire. Approvisionner les producteurs en intrants agricoles de qualité, c'est l'objectif visé par cette société. Et sur ce point, la structure peut compter sur l'accompagnement du ministère de tutelle. Nous invitons les gens à utiliser des intrants de qualité parce qu'en amont de la production, les facteurs essentiels pour la production agricole sont les intrants et le matériel. Et l'État fait ce qu'il peut pour faire en sorte que tous les producteurs sur le territoire aient accès aux intrants. Mais l'État seul n'a pas cette capacité de satisfaire aux besoins. Et c'est pour cela que le ministère salue cette initiative qui a à promouvoir, qui a à multiplier, qui fait en sorte que désormais les producteurs aient accès à des intrants de qualité, à du matériel abordable. Et donc cette initiative est une très belle initiative et le ministère ne peut qu'appuyer et encourager. À travers son plan stratégique de développement 2022-2023, la société coopérative avec conseil d'administration de commercialisation d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso veut également œuvrer au développement des sous-secteurs agricoles de semences, engrais et pesticides chimiques. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour cette édition de la mi-journée sur BF1. Merci de votre aimable attention. Agréable après-midi à toutes et à tous et à demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.